Bonjour, je suis Guillaume Desnaux, je suis cofondateur d'Alenvie, qui est une entreprise sociale, aussi une société à mission, dont la raison d'être est d'accompagner et d'humaniser l'accompagnement des personnes qui ont besoin d'aide et de soins, en valorisant les professionnels et en réconciliant les enjeux humains et économiques du secteur du prendre soin. Voilà un peu ce que je peux dire en résumé sur Alenvie. Finalement, cette approche de vouloir travailler à la fois sur le management, sur la gouvernance et sur la mesure. Récemment, plutôt à titre personnel, j'ai théorisé un peu dans un livre qui s'appelle Impact, avec un sous-titre « Et si les entrepreneurs avaient leur serment d'Hippocrate ». Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce qu'en étant dans toutes ces mouvances à la fois d'entreprises dites libérées qui pratiquent un management bienveillant, responsabilisant, en étant actif dans la communauté des entreprises à mission, en travaillant sur la mesure d'impact, je me suis aperçu que ces trois dimensions, donc ce que j'appelle la morale, le management, mais en fait tout ce qui est très humain dans l'entreprise, qui n'est pas régi par le cadre juridique ni par le cadre économique, tout ça, il y a une grande tendance avec les entreprises libérées, l'holocratie, les entreprises opales, plein de tendances géniales. De l'autre côté, plein de gens qui veulent adopter des modes de gouvernance différents avec la société à mission, l'économie sociale et solidaire, la coopérative, les entreprises ESUS. Et puis, plein de gens qui pensent qu'il faut changer les indicateurs pour faire du business différemment. C'est un peu toute la mouvance Tech for Good, voilà, où on considère que si on fait de la tech au service d'indicateurs positifs, on va résoudre les problèmes du monde. Et en fait, on est au carrefour de ces trois mouvements, je dirais. Et moi, ma conviction, c'est qu'en fait, individuellement, ces mouvements sont insuffisants. Mais par contre, si on essaye de faire les trois ensemble, on a peut-être des chances de créer des entreprises qui soient vraiment contributrices et vertueuses. Pourquoi? Parce que les entreprises, il y a un cimetière aujourd'hui, le terme est très négatif, mais d'entreprises libérées qui ont eu à un moment donné un management très bienveillant, mais qui a été remis en cause du jour au lendemain par un changement actionnarial. Il y a également des entreprises qui peuvent être, par exemple, des coopératives qui ne se distinguent pas pour leur impact ou leur management bienveillant. Et vous avez également des entreprises qui se disent Tech for Good, qui sont mises tout finalement sur un indicateur. Je sais pas, je peux prendre l'exemple de la voiture électrique, c'est un bon exemple parce que on voit bien qu'il y a plein de débats sur dire que faire des voitures électriques en soi, est-ce que c'est bien si la voiture en fait elle est aussi lourde qu'une voiture qu'avant, est-ce qu'elle si elle utilise plein de métaux rares, si elle n'est pas sobre dans son utilisation de l'énergie. Donc il y a plein de débats et on voit bien qu'un indicateur ne sera jamais, à mon avis, suffisant pour dire qu'une entreprise est vertueuse parce qu'il pourrait être mis en cause par des découvertes scientifiques, etc. Et donc il faut qu'il soit au moins, à mon avis, au minimum, encadré par une gouvernance qui peut le remettre en question et un cadre éthique et moral des dirigeants ou des employés qui cherchent à l'améliorer. Donc, voilà, moi j'ai un peu théorisé le fait qu'il fallait s'appuyer sur ces trois éléments quand on voulait contribuer en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Et ce qui m'a intéressé aussi dans le livre, c'est d'expliquer finalement que sur chacune de ces trois dimensions, la morale, ce que j'appelle le rôle moral d'un côté, le rôle institutionnel, plutôt la gouvernance, et le rôle économique, il y a en fait un état de l'art qui est, à mon avis, assez mal connu et sur lequel on peut se baser pour imaginer des bonnes pratiques à partager. Donc, dans le livre, je raconte notamment qu'il y a depuis au moins 200 ans une lignée d'entrepreneurs qui n'acceptent pas, par exemple, le cadre moral communément partagé aujourd'hui, qui consiste à dire, quand je suis entrepreneur, je peux poursuivre mon propre intérêt de manière finalement assez égoïste, du moment que je crée de l'emploi, que je crée de la richesse. Finalement, ces externalités suffisent à justifier mon appétit de richesse et d'enrichissement personnel. En fait, il y a plein de gens qui refusent cette idée depuis 200 ans, qui créent des entreprises différentes, mais parfois des entreprises qu'on n'imagine pas, comme la Caisse d'épargne, comme Unilever, comme Johnson & Johnson, au démarrage, qui ne sont pas forcément dans cette optique-là tous aujourd'hui. Et c'est très intéressant de comprendre comment ils ont fonctionné et de comprendre qu'en fait, ce n'est pas une fatalité que de poursuivre son propre intérêt exclusivement quand on est entrepreneur, que ça peut tout à fait être guidé par une logique morale altruiste et que sans doute même, on arriverait à des meilleurs résultats si plus d'entrepreneurs avaient ces visées-là. Donc, c'est l'idée d'un serment d'Hippocrate notamment. Il y a aussi derrière cette idée, comme je dis que les exemples sont mal connus, peut-être de créer un nouvel imaginaire de l'entrepreneur pour les jeunes générations et aussi les moins jeunes, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'histoire de l'entrepreneuriat dans notre pays, ni en Europe, ni même dans le monde. On ne connaît surtout pas l'histoire des entrepreneurs et que, en fait, ça nous aiderait beaucoup de bien la connaître. Pour les exemples que je citais tout à l'heure, les connaître nous inspirerait. Et donc, je propose aussi dans le livre, par exemple,
de mettre dans les programmes scolaires une histoire des personnes qui ont créé les grandes entreprises qui font l'histoire de France, qui font beaucoup de nos emplois d'ailleurs aujourd'hui, au même titre qu'on connaît beaucoup de choses sur les hommes politiques, les écrivains, certains scientifiques, connaître un peu plus de choses sur les entrepreneurs. J'imagine aussi la création d'un musée de l'entrepreneuriat où justement on verrait tous ces entrepreneurs, notamment, on verrait des gens comme Ludovic Debèze qui a créé les caisses d'épargne et de crédit mutuel, avant tout pour répondre à un besoin, résoudre un problème social et pas pour s'enrichir. Et on verrait plein d'autres exemples comme celui-là. Deuxième sujet, l'institutionnel. J'essaye dans le livre de prendre du recul sur finalement l'objet qui est juridique, la fiction juridique, qui est la société anonyme, qu'on utilise tous les jours, qu'on est entrepreneur, qui est la norme. En fait, quand on crée une entreprise, on ne se pose même plus vraiment la question, on crée une SAS, ce qui crée en fait un écran entre ses actions et le monde. Donc en fait, si l'entreprise part en faillite, on n'en assume plus vraiment les risques à la fois financiers et réputationnels. Et en fait, j'essaye d'expliquer que jusqu'au 19e siècle, ce n'était pas du tout intuitif. Quand on crée quelque chose, c'était souvent en son nom. Les sociétés portaient le nom des personnes. Et que si on faisait faillite, si on avait un comportement négatif, on en vivait. Enfin, il n'y avait pas d'écran, en fait. Personnellement, on en recueillait les désagréments, à la fois financiers, réputationnels, etc. Et finalement, c'est au 19e siècle qu'on a commencé à créer des sociétés anonymes, dites anonymes. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'était des sociétés de capitaux et qu'il n'y avait pas. Elles n'avaient pas le droit, d'ailleurs, on l'a oublié, mais elles n'avaient pas le droit de porter le nom d'une personne, parce qu'on voulait bien que dans l'esprit du public, on puisse distinguer ce qu'est une entreprise de personnes, avec la garantie que quelqu'un est impliqué et donc risque sa réputation, son argent dedans, et une société de capitaux qui n'avait pas cette confiance a priori. Et donc, la société de capitaux, au départ, était là pour financer des très grands projets qui devaient attirer beaucoup de capitaux, mais on avait tout de suite intégré qu'il y avait dans le fruit une sorte de germe, un verre, qui pouvait entraîner une déresponsabilisation. Donc, on l'avait encadré, c'est-à-dire qu'il fallait que le Conseil d'État valide que le projet avait du sens pour avoir le droit de créer une société de capitaux qui distinguait vraiment la personne morale de la personne physique. Et au moment où il a été question, en 1867, où on l'a libéralisé complètement, on a autorisé tout le monde à créer des sociétés anonymes, beaucoup de gens avaient très bien anticipé ce qui allait se passer. Et 150 ans après, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des sociétés qui, souvent d'ailleurs, n'ont plus de nom qui veulent dire quelque chose, alors qu'à l'époque, elles voulaient dire, souvent les entreprises, elles s'appelaient Mines du Creusot, elles avaient un objet qui était déjà compris, ou même une raison d'être quasiment comprise dans leur nom. Maintenant, vous avez des entreprises qui s'appellent Veolia, Corian, avec des noms qui sont artificiels et qui n'ont pas souvent plus d'existence autre que, plus de raison, qui en tout cas n'avaient pas jusqu'à présent formalisé leur raison d'être et du coup étaient devenus un peu des véhicules pour générer de la valeur actionnariale. Et donc la mouvance avec la loi Pacte qui consiste à dire maintenant il faut que les entreprises définissent une raison d'être, voire adoptent une qualité de société à mission, moi elle me paraît fondamentale parce que c'est vraiment en fait juste recommencer à innover dans la création de cadres juridiques qui permettent d'équilibrer l'intérêt général et les objectifs, les intérêts privés. Et en fait, on a juste arrêté, à mon avis, de chercher les bons statuts pendant les peut-être 50 dernières années, mais on voit bien que la société anonyme était, c'est ça le message que j'ai passé, mais était déjà un brouillon en fait et qu'il faut améliorer, continuer à améliorer. Et donc c'est juste ça, à mon avis, la raison d'être et la société à mission. Et donc je pense qu'il faut en faire plus sur ces sujets. Et le troisième élément, alors je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus, mais j'essaye aussi sur le côté rôle économique, de faire prendre conscience à mes pairs, en fait, à d'autres entrepreneurs que les règles comptables, par exemple, ont en elles-mêmes des biais par le fait qu'elles sont conçues pour protéger le capital financier, qu'elles ne prennent pas en compte le capital humain ou le capital environnemental. Sous réserve qu'on veuille les considérer comme un capital, mais dans tous les cas, elles accordent une primauté aux financiers et que donc, quand on utilise ces outils qui sont malgré tout nécessaires aujourd'hui, il faut avoir conscience des biais qu'ils impliquent et donc les contrebalancer par de la mesure extra-financière. Et donc, je pense aussi que le plus vite possible, toutes les entreprises devraient avoir l'obligation de produire des indicateurs extra-financiers
au même titre la première année où on crée une entreprise, il faut déposer des comptes au greffe, il faut nous envoyer aux impôts. Je pense qu'il faut qu'on arrive à créer des indicateurs simples. Voilà, ça peut être sur les ressources humaines, je pense, sur le bilan carbone, on voit bien qu'on va y arriver, pour que toute entreprise ait à justifier de ses externalités, de ses impacts extra-financiers sur le même plan que le financier, parce que je pense que c'est ce qui va changer le prisme aussi des dirigeants dans la manière dont ils pilotent leur entreprise.